compétences de Katouba Manké étaient immensément larges. Il y avait les dossiers économiques, tous les deals miniers passaient par lui, mais il y avait aussi une compétence politique. Katouba Manké était le relais de la présidence à l'Assemblée nationale. C'est lui qui faisait voter les lois, c'est lui qui prononçait les disgrâces. La disgrâce de Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est Katouba Manké. Effectivement, donc un rôle de Mazarin, voire de Richelieu pour Kabila. Oui, dans sa jeu. Je me souviens d'ailleurs l'image qui apparaît dans le récit de Philippe Perry cette semaine, plus Mazarin et Richelieu était très employé, par exemple à l'automne 2010, lors d'un reportage précédent, dans les chancelleries. Il y avait un autre phénomène intéressant, je dis plus que cela, parce qu'il a été aussi une machine de guerre politique. On a parlé du côté affairiste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur l'alliance de la majorité présidentielle, il est à la manœuvre. Au niveau du parti, le PPRD, c'est lui qui, à un moment, tient la boutique. Absolument. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je crois que c'était en octobre 2010, j'étais en reportage en RDC, et la presse quinoise avait publié un sondage, d'ailleurs à la fiabilité plus qu'aléatoire, sur la popularité des députés. Et il était, mais alors, 12 longueurs devant son challenger. C'est-à-dire qu'il était considéré... Et à l'époque, dans les éditoriaux, dans les commentaires, on disait, mais après tout, est-ce que ça n'est pas la préparation d'autre chose? C'est vrai qu'il sera aussi l'homme qui fait le lien entre une assemblée que l'on sait turbulente, ô combien, et puis la présidence. C'est lui qui va avoir la tête de Kamerhe. En tout cas, il sera l'exécuteur de la mort politique, en tout cas à l'instant T de Kamerhe. Donc c'est vrai que pour... Alors on évoquait le père, mais on pourrait évoquer Samba Caputo aussi, qui a été un autre sécurocrate important. Et toute la question est de savoir si le fameux petit Joseph, qu'au début de son arrivée au pouvoir, on traitait en Occident avec une mansuétude qui m'a toujours semblé singulière, mais peu importe, est maintenant suffisamment solide sur ses pieds pour se passer de ceux qui ont été ses tuteurs politiques et sécuritaires jusqu'à maintenant. Alors, il y a quand même cette facette opaque dont je parlais, Jean-Baptiste Placade, de Mwanké. Il y a eu ce rapport onusien, notamment, qui était plutôt sévère sur ses manœuvres, sur ses contrats plus ou moins clairs, en particulier avec la Chine, et qui portait sur des milliards de dollars. Quand je pense à ce monsieur, paix à son âme, on va même dire une petite prière pour qu'il soit en y mettant un peu de purgatoire. Et il y a un mimétisme assez inquiétant avec Mobutu. Ce monsieur était conseiller spécial. Mobutu a toujours eu un conseiller spécial. Ce qu'on dit de ce monsieur, il était craint, il était riche, c'est exactement ce qu'on a dit de tous les conseillers spéciaux successifs de Mobutu. Et je crois que malheureusement, c'est-à-dire qu'il est victime, entre guillemets, il meurt dans un accident d'avion dans un pays où il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, les voies fluviales sont des tombeaux, et l'air est aussi meurtrier. Je pense que, comme conseiller spécial, il aurait pu s'épargner, j'allais dire, cette fin-là, s'ils avaient un peu investi même dans le souci l'infrastructure de leur pays. Tout à fait. Alors on parle beaucoup de ces conseillers spéciaux, mais il y en a qui sont encore très vivants. Alors on en parle beaucoup dans la presse, Denise, c'est notamment le conseiller du président Alassane Ouattara, pour prendre que cet exemple très médiatisé ces temps-ci, Philippe Serret-Eiffel. Alors, est-ce à dire qui est français d'origine, qui est considéré comme plus puissant que le Premier ministre auprès du président ivoirien, est-ce à dire que les chefs d'État africains ne peuvent pas se passer de conseillers, d'hommes de l'ombre Mais il n'y a pas que pour les agir? tous les C'est vrai qu'il y a les spin doctors aussi, des dirigeants occidentaux. Enfin, on les connaît un peu plus. En France, c'est Buisson, c'est... voilà, c'est des spécialistes de l'image. Mais ce qu'on constate quand même en Afrique, c'est qu'il y a de moins en moins d'éminences grises étrangères au pays, autour des chefs d'État. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, le gris est de moins en moins pâle. Voilà, et de plus en plus foncé. Voilà. Parce que... Il y en a d'autres. Alors, on évoquait le français auprès d'Alassane Ouattara, mais il y en a un qui a des soucis en ce moment, qui est quand même très connu sur le continent, qui s'appelle Moustapha Chafi. Il a des soucis avec le pouvoir mauritanien, puisqu'il est un opposant résolu à Abdelaziz, et en même temps, on sait sa proximité intime avec Gaston Compaoré, mais pas seulement. Il a ses entrées au Niger, en Côte d'Ivoire,
et dans quelques autres pays. Donc, moi, j'attends avec une certaine curiosité, un certain appétit, ce que sera le dénouement de cette épreuve de force entre Nouakchott et Chafi. Parce que Chafi incarne... Mais c'est pas la première fois qu'il a des problèmes avec le depuis sa date de Gaïa. D'autant plus que Chafi, son père lui-même, était un acteur politique, semble-t-il. Hein? Chafi est beaucoup plus qu'un conseiller, c'est un médiateur de crise, un négociateur. Il est intervenu dans la libération d'otages français, notamment. Ce qui fait que la France officielle suit aussi avec un soupçon d'inquiétude l'issue de cette épreuve de force, parce qu'il est considéré comme efficace dans le dénouement de négociations que l'on sait longues, complexes et aléatoires sur les otages d'AQMI, par exemple. Alors, pour en revenir à la RDC, Jean-Baptiste Placard, on a toujours considéré effectivement Joseph Kabila comme plutôt manquant de charisme, comme étant un président pas tout à fait à la hauteur, peut-être parce que très jeune, parce que Mila, après la mort de son père, etc., etc. Et c'est-à-dire que véritablement, ce n'est pas lui qui gouverne en vérité son pays, qui choisit, qui est le stratège, qui définit la ligne à conduire. Mais vous avez la réponse. Est-ce que le Congo, la RDC, est gouverné? C'est une question de fond, ça. Hein, si c'est en tout cas, à sa manière, je dirais. Oui, non, je pense que la RDC, et ça ne date pas d'aujourd'hui, est considérée par la classe politique comme, j'allais dire, un butin. Quand on l'a entre les mains, on le conserve, on se partage. C'est-à-dire ce pays fait plus parler de lui pour de mauvaises raisons financières, politiques, que pour de bonnes raisons, alors que le Congo, ce qu'il a représenté sur ce continent, c'est quand même le pays de Patrice Lumumba. Et c'est-à-dire que ce peuple, il joue de malchance depuis la mort de Lumumba. Tous ceux qui se sont succédés là-bas n'avaient, j'allais dire, ne se distinguaient que par leur avidité. C'est dur à dire, mais c'est ça la réalité du Congo aujourd'hui. Ce pays est gouverné par rapport, j'allais dire, aux intérêts de la classe politique, plus que par rapport à l'avenir de ce peuple. Et outre les conseils très spéciaux, il y a aussi l'ascendance, toujours sur Joseph Kabila, d'un certain nombre de pays. Je pense à l'Afrique du Sud. Oui, l'Angola. L'Angola, il a deux pays amis dans la sous-région Joseph Kabila. D'ailleurs, plus que ces deux-là, j'allais dire, puisque avec d'autres voisins, les relations sont beaucoup plus tendues, notamment avec le Congo-Brazzaville. Le Zimbabwe. Oui, le Zimbabwe. Mais voilà, si on enlève le Zimbabwe et l'Afrique du Sud de l'Angola, vous me direz, ça pèse lourd dans la sous-région. Il y a eu un rapprochement avec le Rwanda, dont d'ailleurs Katumba a été l'un des artisans. Là, c'est un raccourci historique incroyable. Il est exfiltré, sauvé dans la forêt de Pweto par hélicoptère grâce à Katumba, et Katumba fera la navette entre Kinshasa et Kigali pour boutiquer le rapprochement, les ironies de l'histoire. Plein d'arrière-français d'ailleurs, mais le rapprochement entre les deux pays. Donc, pour en revenir à Kabila, je ne suis plus vraiment certain qu'il faille rester sur cette ligne. Est-ce que Kabila a l'étoffe d'un chef d'État? À mon avis, c'est plus vraiment la question. La méthode Kabila peut être en question, en effet. C'est ce côté silencieux, mystérieux, taiseux, pose problème en termes de leadership pour le pays. Après, il me semble qu'il est capable, et peut-être même malheureusement capable de prendre des décisions. Et ce qui pose problème aussi, c'est son entourage, une sorte de cabinet ou de gouvernement parallèle. C'est la réplique de ce qu'il y avait autour de Mobutu. Voilà. Avec des Évariste Bochad, avec Pierre Lumbi, l'homme des accords avec les Chinois, qui est conseiller maintenant spécial à la présidence, et puis les sécurocrates, les généraux et Tumbi, qui sont tous des Katangais d'ailleurs. On appelle d'ailleurs ça le clan des Katangais. Est-ce que Kabila est pour autant sous influence? Ce n'est pas sûr. Kabila est aussi, à mon avis, capable de prendre des décisions, mais c'est vrai que ce gouvernement parallèle pose problème. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Presse. Merci Denis Epoté, Philippe Hervé, Jean-Baptiste Placard et Vincent Hugeux de l'Express, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver Afrique Presse sur les sites respectifs de Radio France Internationale et de TV5 Monde à la semaine prochaine, et avec sans doute à la une la présidentielle controversée du Sénégal. Merci.